Bonjour, cette vidéo s'adresse tout particulièrement aux candidats au jury central pour passer le CESS général et je vais vous donner ici un correctif de l'examen de physique de la première session de l'année scolaire 2023-2024. Alors, la première question de cet exercice, de cet examen, concerne les différents types de mouvements que l'on peut avoir en cinématique. Alors, je vous rappelle ici la théorie. La position X d'un corps en fonction du temps, elle peut prendre différentes évolutions. Lorsque cette position est constante, eh bien, ça veut dire que l'objet reste en place, il n'y a pas de mouvement. Lorsque cette position varie de manière linéaire avec le temps, nous avons un émeru. Lorsque cette variation est quadratique, c'est-à-dire suit une loi du second degré, c'est-à-dire que le graphique est en fait un tronçon de parabole, nous avons un émerua. Et lorsque nous avons un tout autre type de variation, eh bien, c'est un autre mouvement que ceux étudiés. Ce qui veut dire que dans cet exercice, dans ce graphique-ci, il fallait dire qu'il n'y avait pas de mouvement, puisque vous voyez que le x est constant. Et dans ce graphique-ci, il fallait dire un autre type de mouvement, parce que vous n'avez pas une simple droite ou un simple morceau de parabole, c'est une courbe qui combine différents éléments, et donc nous avons un autre type de mouvement. Au niveau de la variation de la vitesse, lorsque la vitesse est nulle et constante, eh bien, s'il n'y a pas de vitesse, l'objet ne bouge pas et donc il n'y a pas de mouvement. Lorsque la vitesse est constante, nous avons la définition même d'un émeru. Et lorsque la vitesse varie linéairement avec le temps, c'est-à-dire que le graphique est une droite, nous avons un émeru A. Dans tous les autres cas, on a un autre type de mouvement. Donc, dans le premier graphique ici, il fallait dire qu'il n'y a pas de mouvement, puisque vous voyez que la vitesse est nulle. Dans le troisième, la vitesse est constante, nous avons un émeru. Et ici, dans le deuxième, nous avons une variation linéaire, il s'agit d'un émerua. Au niveau de l'accélération, en fonction du temps, eh bien, lorsque nous avons une accélération qui est nulle et qui est constante, une accélération nulle veut dire que la vitesse ne change pas. Donc, nous sommes a priori dans un émeru. Mais attention, une vitesse qui ne change pas, c'est une vitesse constante, mais si la vitesse est nulle au départ et qu'elle ne change pas, eh bien, nous sommes dans une situation où il n'y a pas de mouvement. Donc, une accélération nulle constante veut dire que nous sommes en émeru ou qu'il n'y a pas de mouvement. Lorsque l'accélération est constante, eh bien, nous avons la définition d'un émerua, et dans les autres cas, eh bien, nous avons un autre type de mouvement. Donc, dans le dernier graphique, il fallait cocher les deux réponses possibles, émeru et pas de mouvement. Donc, ce qui est important dans ce genre d'exercice, c'est de bien faire attention à la grandeur qui est représentée ici sur l'axe des Y, il ne faut pas être distrait. Donc, nous avons des graphiques de la vitesse, des graphiques de la position, et ici un graphique de l'accélération. Question suivante, on demande d'énoncer le principe d'inertie. Eh bien, ça, c'est de la théorie, donc il faut quand même en étudier un petit peu. Et le voici. À moins qu'une force extérieure n'agisse sur lui, un corps matériel ne peut modifier son état de repos ou de MRU. Dans le deuxième exercice, on applique ce principe. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une camionnette d'un pâtissier qui transporte des tartes. Et cette camionnette rentre en collision frontale avec une voiture qui lui fonce dedans. Ce qui fait que la camionnette va être stoppée net. Mais par contre, tout le contenu de la camionnette va en fait subir ce principe d'inertie, puisque aucune force n'agit sur le contenu, eh bien le contenu va vouloir conserver l'état de MRU, ce qui veut dire que le chauffeur, s'il n'a pas sa ceinture, il va se prendre le pare-brise, et que les tartes qui sont à l'intérieur vont être projetées vers l'avant de la voiture, puisque les tartes vont continuer le mouvement qu'elles avaient. Donc en aucun cas, ces tartes vont être projetées vers l'arrière, et donc ici, lorsqu'on demande si la situation est envisageable du point de vue physique, la réponse est non sans aucun doute, et l'explication est celle que je vous ai donnée. Troisième question, une balle est lancée verticalement vers le haut à partir du sol, elle retombe au point de lancement après 4 secondes, on néglige les frottements, et donc là il faut se rendre compte que lorsqu'on lance une balle en l'air, elle est soumise à la seule accélération gravitationnelle de la Terre, et donc nous sommes en MRUA, un MRUA qui est vertical, donc une chute libre. Je vous rappelle ici les formules du MRUA. Juste savoir que lorsqu'on considère un mouvement vertical, on a tendance à utiliser pour la position plutôt la lettre Y et utiliser X pour le mouvement horizontal. Et évidemment, lorsque nous avons un MRUA vertical, l'accélération est donnée par moins G, l'accélération gravitationnelle de la Terre. Donc on me demande la vitesse de lancement de la balle, c'est-à-dire le V0. Alors dans ce genre d'exercice, il faut toujours bien prendre la peine d'identifier correctement les données. On vous dit que la balle est lancée à partir du sol, ce qui veut dire que la position initiale, c'est 0 m. On dit qu'elle retombe au point de lancement après 4 secondes, donc la position finale, c'est 0 m également.
La durée du déplacement est donnée, c'est 4 secondes. Et le petit g, donc l'accélération, soit vous la connaissez, soit de toute manière elle est donnée en première page du questionnaire avec les différentes grandeurs. C'est 9,81 mètres par seconde au carré. On me demande l'inconnu V0 et donc vous devez aller voir avec quelle formule vous pouvez vous en sortir. Et dans ce cas-ci, la première formule, en fait, vous permet de calculer le V0 puisque V0 est la seule grandeur inconnue dans cette formule. Toutes les autres apparaissent dans les données. Donc vous pouvez remplacer par les valeurs numériques et puis vous avez une seule inconnue dans cette équation qu'il suffit d'isoler. Donc ça, c'est un petit peu de maths. Pour trouver le V0, c'est pas très difficile et on obtient sa valeur. Attention lorsque vous donnez une réponse à un examen de toujours bien mettre les unités. Vous serez sanctionné si vous ne mettez pas les unités dans votre réponse. Ensuite, on me demande la hauteur atteinte. Alors, il faut se rappeler que dans un mouvement vertical de ce type-là, dans un mouvement de chute libre, il y a toujours une symétrie entre la partie montante de la trajectoire et la partie descendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la balle met 4 secondes pour monter et redescendre, eh bien, ça veut dire qu'elle ne met que 2 secondes pour monter. Alors, dans ce cas-ci, on aura comme donnée toujours que la position initiale, c'est 0 mètres. Nous avons maintenant une durée de déplacement qui n'est que de 2 secondes, puisque je vais considérer que la partie montante de la trajectoire. Le petit g est toujours le même, et nous pouvons bien évidemment utiliser l'information que nous avons trouvée dans la première partie de la question, c'est-à-dire la connaissance de la vitesse initiale. Et on me demande maintenant la position après les 2 secondes, donc on me demande le y. Donc cette même formule ici va vous permettre de calculer le y, puisque cette fois-ci tout est connu à part le y. Tout à l'heure, tout était connu sauf le V0. Et donc, on s'en sort, on remplace par les valeurs numériques. On fait le petit calcul avec sa calculatrice, on trouve la réponse et on n'oublie pas les unités. Donc, on calcule une hauteur. Donc, les unités sont des mètres. Pour la troisième partie de la question, on demande la vitesse de la balle lorsqu'elle touche le sol. Donc, on revient de nouveau avec toutes ces données-là puisqu'on reconsidère le mouvement total des 4 secondes jusqu'à la chute. Donc, toutes ces données-là sont valables, ainsi que le V0 qu'on avait déjà calculé, mais cette fois-ci, l'inconnu, c'est la vitesse V. Donc, je vais utiliser ma deuxième formule du MRUA pour calculer le V. Je remplace par les valeurs numériques à nouveau et j'obtiens ma réponse qui est de moins 19,62 mètres par seconde. Alors attention, ici il y a une petite subtilité, vous obtenez une réponse qui est négative et c'est normal puisque lorsque la balle touche le sol, sa vitesse est dirigée vers le bas. Or, notre axe Y, il est dirigé vers le haut, le sens positif est donc vers le haut. Donc lorsque vous obtenez par calcul une vitesse négative, ça veut juste dire que le vecteur est dirigé vers le bas. Mais lorsque on vous pose la question quelle est la vitesse de la balle, on vous demande l'intensité de la vitesse et donc on vous demande une valeur positive. Donc n'hésitez surtout pas à répondre à la question par une phrase en français où vous mettez donc que la balle touche le sol avec une vitesse de 19,62 mètres par seconde et ce 19,62 vous le mettez bien positif. Exercice suivant, vous avez un bonhomme qui fait tourner une balle attachée à une corde autour de lui et cette balle parcourt une trajectoire horizontale circulaire avec une vitesse constante et nous sommes donc dans un mouvement circulaire uniforme, dans un MCU. On vous demande de représenter les forces auxquelles cet objet est soumis. Eh bien, cet objet est soumis à deux forces. Premièrement, son poids, que j'appelle G, le poids toujours vertical dirigé vers le bas. Et ensuite, la traction de la corde, que j'appelle T pour traction, et cette traction de la corde, donc une force exercée par une corde, est toujours dirigée suivant l'orientation de la corde, suivant la direction de la corde, et donc la traction, vous pouvez la dessiner ainsi le long de la corde. Bien sûr, ces deux forces ont une résultante, et cette résultante, en fait, elle sera horizontale, dirigée vers le centre de la trajectoire, et cette force représente donc la force centripète qui est responsable du MCU. La voici. Alors moi personnellement, je trouve que lorsqu'on nous demande les forces auxquelles le corps est soumis, eh bien il n'y en a que deux. Il y a le poids et la traction de la corde. La résultante n'est pas une troisième force indépendante. Ce n'est jamais que le remplacement des deux autres. Donc la force centripète est équivalente aux deux autres. Néanmoins, je remarque que dans la façon dont les copies ont été corrigées, l'examinateur attendait cette troisième force et donc il est important de la dessiner aussi lorsque vous avez ce genre de questions. Donc n'hésitez pas à dessiner les forces physiquement présentes mais également leur résultante et surtout de préciser qu'il s'agit de la force centripète du MCU.
Ensuite, on demande ce qui se passe si la corde cède. Alors, si la corde cède, la force T va disparaître. Et si la force T disparaît, cette force ici centripète également, puisqu'on n'aura plus que le poids. Ce qui veut dire que le MCU disparaît. Donc, le corps va alors suivre une trajectoire qui sera une droite. Donc, au niveau du mouvement horizontal de cette trajectoire, nous aurons donc une ligne de droite qui sera tangente à la trajectoire circulaire, puisque à ce moment-là, le corps va conserver la vitesse qu'il avait à ce moment-là, et puisque la vitesse est toujours tangente au cercle, eh bien, le corps va continuer tout droit. Donc, il n'est pas à proprement parler éjecté vers l'extérieur du cercle, mais il continue tout droit suivant la tangente au cercle. Ça, c'est dans le plan horizontal, parce que le poids qui agit sur le corps, il sera toujours là, ce qui veut dire que votre corps sera attiré vers le bas. Et donc, verticalement, nous aurons en fait une chute libre du corps. Et donc, si on combine les deux trajectoires, l'horizontale et la verticale, on aura une trajectoire qui aura plus ou moins cette allure-là. Cinquième question, on vous parle d'infrasons et d'ultrasons, donc on vous parle d'ondes sonores et on vous demande de compléter un petit peu toutes les cases. Et tout d'abord, dans le cadre A et dans le cadre B, on vous demande de préciser les fréquences. Alors vous voyez que le cadre A, c'est la limite de l'infrason et le cadre B, c'est la limite de l'ultrason. Et donc ça, ce sont des grandeurs que vous devez connaître. C'est que l'oreille humaine est capable d'entendre en moyenne de 20 Hz à 20 000 Hertz. Donc ça, c'est de la théorie à connaître. Puis on vous demande de compléter dans la ligne C, de mettre audible ou inaudible. Eh bien, les infrasons et les ultrasons sont inaudibles pour l'oreille humaine et forcément tout ce qui est entre est audible. Et puis de compléter en D, d'écrire grave, aigu ou médium. Bon, voilà, donc le grave, c'est dans les basses fréquences, l'aigu, c'est dans les hautes fréquences et les médiums, c'est au milieu. Donc voilà, là, c'était des points facilement gagnés. À condition de connaître un petit peu le spectre auditif de l'oreille humaine et les ondes sonores. La question suivante, c'est les ondes électromagnétiques. Donc là aussi, de la théorie, je vous conseille fortement de connaître votre spectre électromagnétique, des ondes électromagnétiques, donc de savoir les différentes ondes électromagnétiques, de savoir que la lumière visible en fait partie, et de connaître les limites du visible, du côté du rouge et du côté du violet. Donc essayez de connaître ces deux grandeurs-là, 760 nanomètres, 380 nanomètres. Vous n'en aviez pas besoin dans les questionnaires de cette année-ci, mais ça arrive parfois. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la longueur d'onde augmente dans ce sens-là. Donc les grandes longueurs d'onde sont du côté des ondes radio, les petites du côté des ondes gamma. Par contre, la fréquence, c'est dans l'autre sens. Les grandes fréquences sont du côté des gamma et les petites du côté des ondes radio. Si vous saviez ça, si vous aviez ce spectre en tête, eh bien cette question-là était également très très facile. Parmi les ondes suivantes, lesquelles sont les ondes qui ne sont pas des ondes électromagnétiques? Eh bien, ce que vous ne voyez pas apparaître dans le spectre, c'est les tsunamis, les ultrasons et les ondes sismiques. Les ondes radio qui sont là se différencient de la lumière visible uniquement par leur longueur d'onde et leur fréquence. Tout le reste est pareil parce qu'il s'agit du même phénomène physique. L'onde lumineuse, c'est une onde électromagnétique et il faut savoir que l'onde électromagnétique, c'est une onde transversale. Alors pour votre info, voici un petit schéma. Si l'onde électromagnétique se propage suivant cet axe-ci, l'onde électromagnétique, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un champ électrique E qui varie et qui est perpendiculaire à l'axe de propagation, et d'un champ magnétique B qui varie également et qui est aussi perpendiculaire à l'axe de propagation et en même temps perpendiculaire au champ électrique E. Donc en fait, la perturbation qui forme l'onde électromagnétique, c'est une perturbation qui est perpendiculaire à la direction de propagation et donc il s'agit bien d'une onde transversale. Ensuite, question sur les micro-ondes. On vous parle de la longueur d'onde des micro-ondes. Eh bien, la longueur d'onde des micro-ondes, elle est plus grande que celle de la lumière visible et plus grande que celle des ondes gamma. Et donc, il fallait cocher ces deux-là. Et ensuite, on vous demande de quel support la vibration électromagnétique a besoin pour se propager. Eh bien, de rien du tout, puisque s'il fallait un support matériel, nous ne verrions pas la lumière du soleil. Donc, la lumière du soleil se propage dans le vide du soleil jusqu'à la Terre, et ce qui veut dire que l'onde électromagnétique n'a pas besoin de milieu matériel pour se propager. Question suivante, encore des ondes. On vous demande de calculer la vitesse d'une onde et on vous donne comme information les deux graphiques qui sont là. Donc, il s'agit d'une onde qui se propage le long d'une corde et on vous donne
l'élongation d'un point de la corde en fonction de x, c'est-à-dire en fonction de la longueur de la corde, de la propagation le long de la corde, mais également en fonction du temps. Alors, pour calculer la vitesse, vous devez connaître cette formule-là. La vitesse d'une onde, c'est la longueur d'onde divisée par la période. La longueur d'onde, vous allez pouvoir la lire sur le premier graphique parce que la longueur d'onde, c'est la longueur d'une oscillation complète en fonction de x, donc c'est une longueur, c'est donc bien en mètres. Hein, donc vous voyez un lambda qui est ici égal à 4 mètres. Une période, c'est en fait la durée d'une oscillation complète, et donc vous allez le lire sur le graphique en fonction du temps, en fonction des secondes, et donc la période est là, elle est de 4/8 de seconde, autrement dit d'une demi-seconde, et puis vous n'avez qu'à faire 4 divisé par 1/2, et vous obtenez votre réponse, 8 mètres par seconde. N'oubliez surtout pas de mettre les unités. Question d'énergie ensuite. Définir la notion d'énergie renouvelable. Donc là, c'est de la théorie. Voici la définition. Et puis, on vous demande un exemple. Ben, vous en avez plusieurs. Hein, le soleil, le vent, les marées. Donc, l'énergie renouvelable, ce qui est important de dire, c'est que c'est une énergie qui est issue de sources naturelles, mais surtout qu'elle se renouvelle rapidement, donc aussi rapidement que la consommation. Hein, en effet, le pétrole est aussi quelque chose qui a été créé par la nature. Donc, quelque part, c'est aussi une source naturelle. Mais la différence, ce qui fait qu'elle n'est pas renouvelable, c'est qu'il faut des milliers et des milliers d'années pour faire du pétrole, alors qu'il ne faut que quelques minutes pour le brûler. Donc le pétrole se consomme beaucoup plus vite que la vitesse à laquelle il peut se renouveler, et donc ce n'est pas une énergie renouvelable. Exercice 9, on parle de radioactivité. On vous demande de compléter une équation ci-dessous. Alors, par où commencer? Eh bien, tout d'abord, on vous donne un symbole chimique. Si on vous donne un symbole chimique, on vous donne de manière implicite le numéro atomique que vous pouvez trouver sur un tableau de Mendeleïev. Donc, on vous donne le Z. Le Z s'inscrit à gauche en bas du symbole chimique. Et donc, le bismuth, son Z, c'est 83. Vous retrouvez de l'autre côté de l'équation le même bismuth. Donc, ça veut dire que ce Z n'a pas changé. C'est 83. Puisque le Z ne change pas et le A, le nombre de masse, ne change pas, on n'a que une radiation gamma qui va être éjectée, puisque lorsque vous avez du alpha, donc un noyau d'hélium qui est éjecté, vous devez voir le Z et le A qui diminuent, mais également lors d'un bêta, puisque vous avez la transformation d'un neutron en proton, et donc vous devriez voir le nombre Z qui augmente. Donc dans ce cas-ci, on n'a que le gamma. Donner le nom de ce type de radioactivité, ce n'est pas difficile, la lettre est là, donc il s'agit d'un rayonnement gamma, et puis on vous demande d'expliquer. Donc en fait, c'est quoi un rayonnement gamma? Eh bien, un rayonnement gamma, c'est simplement un excès d'énergie, et cet excès d'énergie, il est représenté par le petit astérisque. Donc chaque fois que vous avez un astérisque, ça veut dire qu'il y a un excès d'énergie. Cet excès d'énergie dans le noyau, il est libéré par l'émission d'une onde électromagnétique, et cette onde électromagnétique, elle est située dans les plus hautes fréquences du spectre électromagnétique que nous avons vu un ou deux slides avant, et il s'agit donc bien d'une onde gamma. Ensuite, exercice 10, l'iode radioactif 131 a une demi-vie de 8 jours. On vous demande d'expliquer cette affirmation. Donc c'est de nouveau un petit peu une question de théorie. Il s'agit de savoir ce que c'est que la notion de demi-vie. Et donc, ça veut dire quoi la demi-vie? Ça veut dire que tous les 8 jours, le nombre de noyaux radioactifs de l'iode 131 qui est présent dans un échantillon sera divisé par 2. Donc ça veut dire que s'il y a n noyaux radioactifs à l'instant 0, 8 jours plus tard, la moitié de ces noyaux radioactifs se seront désintégrés. Question suivante, on vous donne un petit schéma avec différentes galaxies, la nôtre et puis une galaxie A, B, C, D, et on vous donne les vitesses de ces différentes galaxies. On vous donne deux schémas. Vous voyez que dans le premier schéma, c'est notre galaxie qui a été considérée comme fixe, tandis que dans le deuxième schéma, c'est la galaxie C qui a été considérée comme fixe. Et on vous demande de comparer les vitesses de la figure 1 et 2 et de donner la conclusion qu'on peut en déduire. Alors, c'est le genre de question que j'aime pas trop parce que c'est pas toujours très clair de savoir ce que l'examinateur attend. Mais ce que l'on pourrait dire de ces deux schémas, c'est que premièrement, deux galaxies s'éloignent l'une de l'autre avec une vitesse d'autant plus grande qu'elles sont éloignées l'une de l'autre. Donc vous voyez que la vitesse B s'éloigne avec une certaine vitesse, que la galaxie B s'éloigne avec une certaine vitesse, que la galaxie C, qui est plus loin de notre galaxie, a une vitesse plus grande, et que la galaxie D, qui est encore plus loin, a une vitesse
encore plus grande. Donc au plus la distance est grande entre deux galaxies, au plus la vitesse avec laquelle elles s'éloignent est grande. Et ça, peu importe la galaxie qu'on prend comme référence. Donc, qu'on prenne notre galaxie ou une autre, on a en fait le même résultat. Donc voilà ce que moi j'écrirais à cette question-là. Et comment résumer le concept physique en une phrase? Eh bien, je dirais simplement que l'univers est en expansion, tout simplement. Et enfin, la dernière question, une question sur la loi de gravitation universelle. On vous demande de vous donner la loi. Donc, donner la loi, ça veut dire donner la formule de la gravitation qui décrit l'attraction entre la Terre et un corps de masse m placé à sa surface. Alors, la loi de gravitation universelle, eh bien, on la connaît, mais il faut l'adapter au cas que nous avons ici. C'est-à-dire, un des deux corps, on vous dit que c'est la Terre, donc vous écrivez très clairement masse de la Terre. Vous n'écrivez pas simplement M1, M2, comme on écrit de manière générale dans la loi de gravitation universelle. Et puis, on vous dit que le corps M est placé à la surface de la Terre. Donc, la distance entre les centres de gravité des deux corps, c'est le rayon de la Terre. Donc, vous n'écrivez pas simplement d carré, comme dans la loi de gravitation universelle classique, mais vous adaptez à l'exemple qui est donné ici. Ensuite, on vous demande de déduire de cette loi l'expression de la constante petit g, c'est-à-dire l'accélération de la pesanteur. Alors pour ça, il faut se rendre compte que cette force d'attraction gravitationnelle d'un corps à la surface de la Terre, c'est tout simplement le poids de l'objet. Et ce poids, vous pouvez aussi le donner par m fois petit g. Alors à ce moment-là, vous n'avez qu'à comparer cette expression-ci et celle-ci, qui sont en fait les mêmes, et vous pouvez simplifier par le m qui apparaît des deux côtés, et vous avez alors une égalité qui vous donne la valeur du petit g ici, de l'accélération gravitationnelle, qui sera donc donnée par la constante de gravitation universelle, multipliée par la masse de la Terre, divisée par le rayon de la Terre au carré. Et évidemment, ceci vaut pour la Terre ou pour tout autre astre. Et donc, dans la troisième question, on vous demande de calculer cette accélération de pesanteur. Dans le cas d'une étoile à neutrons, on vous donne la masse de cette étoile à neutrons et on vous donne son diamètre. Donc, vous devez calculer ceci, mais adapté à l'étoile à neutrons, et donc vous devez remplacer par les valeurs numériques. Alors, deux pièges dans ce cas-ci. Le premier piège, c'est que dans cette formule, c'est le rayon de la Terre qui apparaît, donc le rayon de l'étoile à neutrons, et donc ici on vous a donné le diamètre. Donc attention à bien diviser ce diamètre par 2 pour obtenir le rayon. Deuxième piège, c'est que cette formule est valable si vous mettez toutes les grandeurs dans les unités du système international. Ce qui veut dire que le diamètre ici, ou le rayon donné en kilomètres, il faut absolument le mettre en mètres. Et donc vous avez ici le facteur 1000 qui apparaît. Ensuite, calculatrice, et vous obtenez la valeur. N'oubliez pas les unités. Vous calculez une accélération de pesanteur, donc ce sont les unités de l'accélération que vous devez mettre dans votre réponse. Voilà, j'espère que ce correctif est assez clair et que cela vous aide dans votre préparation. Bon travail à tous!